Salut camarades. En parlant avec beaucoup de jeunes autour de moi, je me suis rendu compte que l'ambiance en ce moment, c'était un peu la dépression générale. Entre le Covid, le changement climatique, la précarité, la montée de l'autoritarisme et j'en passe. Au point où dans mon entourage, antidépresseurs et anxiolytiques sont plus devenus la règle que l'exception. Et vu l'avenir qui semble nous attendre, je n'ai pas vraiment espoir en une amélioration à moyen terme. En dépit des promesses de nos dirigeants, le monde d'après n'a pas eu lieu, ou alors ce n'est qu'une version sous stéroïde du monde d'avant. Macron a été réélu sans débat, et les quelques mobilisations de la jeunesse pour réclamer un autre avenir ont été violemment réprimées. Alors que se dessine de plus en plus une hybridation entre le néolibéralisme et l'extrême droite, nous avons tôt fait d'oublier les innombrables méfaits que le pouvoir a commis lors du précédent quinquennat. Pourtant, les dernières années, et en particulier la crise du coronavirus, n'ont été qu'une pure succession de dingueries dont les auteurs sont toujours en poste ou ont pu se reconvertir à des positions de choix, continuant ainsi d'exercer une influence majeure sur notre avenir. Aussi, la réaction de l'exécutif durant la crise est très instructive sur le macronisme, son idéologie et son fonctionnement, et donc sur ce qui nous attend pour au moins les 5 prochaines années. Je vous propose donc un petit retour sur quelques points qui me semblent intéressants à propos de la gestion du coronavirus par la Macronie. Alors désolé pour la qualité assez médiocre de la vidéo et du son, mon téléphone a été saisi par la police et je dois me filmer donc avec un ancien téléphone qu'on m'a prêté et j'ai pas de meilleur matériel. Alors déjà, je tiens à dire que la pandémie de Covid-19, elle n'est pas totalement finie en France, elle n'est pas finie du tout d'ailleurs. Si on a récemment dépassé les 153 000 morts, il y a toujours environ 70 morts par jour à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et même alors que l'Italie subissait une véritable hécatombe, la réaction du gouvernement a été de dire qu'il fallait continuer de sortir. Le président allant par exemple au théâtre avec son épouse en expliquant à la population qu'il fallait continuer de sortir et ne pas avoir peur du virus. Il a fallu attendre que les hôpitaux soient sur le point d'être saturés pour que le premier confinement soit décrété. Et même lorsque le premier confinement a été décrété, le gouvernement n'a pas jugé bon de décaler le premier tour des élections municipales. Premier tour qui, en plus de permettre un bon brassage avant le premier confinement, n'a pas permis un scrutin dans de bonnes conditions, puisque les gens se retrouvaient face au choix d'aller voter ou de se protéger du virus. Alors, la réponse du gouvernement face au Covid a été essentiellement soit purement répressive, soit se reposant seulement sur les gestes individuels. Je ne suis pas en train de dire que ces deux aspects n'avaient pas du tout leur place dans une politique de lutte contre le Covid, c'est juste que c'est essentiellement les deux seuls points sur lesquels s'est reposée la stratégie du gouvernement. Par exemple, un moyen sur lequel beaucoup de pays n'ont pas lésiné pour lutter contre la pandémie, c'est la vulgarisation. Expliquer à la population permet non seulement d'avoir de meilleures actions individuelles, comme les habitants le gouvernement, mais ça permet aussi de mieux supporter les restrictions. Par exemple, à titre personnel, j'ai trouvé que le premier confinement était beaucoup moins dur à supporter, même si ça l'était quand même, que les autres, dans la mesure où, lors du premier confinement, je comprenais la nécessité de rester chez moi pour éviter une hécatombe face à un nouveau virus qu'on ne connaissait pas encore, tandis que les autres confinements semblaient beaucoup plus dus à une absence de mesures de freinage pendant les mois précédents, parenthèse fermée. Pourtant, le peu de fois où la Macronie a tenté des explications, c'est soit pour nous dire que nous ne savions pas porter un masque, au lieu justement de nous expliquer comment faire, ou pour inciter sur l'importance du lavage des mains alors que nous étions face à un virus essentiellement aéroporté. Ensuite, le gouvernement a choisi comme stratégie le fameux vivre avec le virus, véritable devise de leur inaction, consistant à ne prendre de réelles mesures que lorsque les urgences étaient sur le point d'être saturées et de ne mettre qu'un minimum de mesures de freinage entre les différentes vagues. Stratégie qui, en plus de faire toujours s'éterniser la pandémie, pour rappel, encore environ 70 morts par jour à la mi-août 2022, est plus inefficace et plus coûteuse qu'une stratégie dite zéro Covid, en raison des propriétés de la croissance exponentielle. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point, mais cette stratégie revient à peu près à maximiser le nombre de contaminations et donc de morts et de séquelles, tout en évitant de justesse la saturation des hôpitaux. Je vous renvoie vers une vidéo intéressante de Vlanx qui se posait la question, est-ce que c'est pertinent dans le contexte actuel d'augmenter les capacités d'accueil des urgences? Lien en description. Enfin, sans une fois de plus revenir sur les détails, pour une même quantité de perte de liberté, le fait d'attendre à chaque fois la quasi-saturation des urgences pour confiner a eu pour seul impact, avec la même quantité de perte de liberté, d'augmenter le nombre de personnes contaminées. Par exemple, le troisième confinement, au lieu d'être en ayant eu lieu un mois après la fin du deuxième, un mois et demi ou deux, je ne sais plus exactement, a juste permis de maintenir un plateau élevé de contamination avec environ 600 morts par jour, alors que si ce même troisième confinement avait eu lieu juste après le second, enfin si ça avait juste été le second qui avait été un peu plus long, on aurait eu le même plateau, mais au lieu que ce plateau soit à 600 morts par jour, il aurait été peut-être à 50. Et beaucoup de vies humaines auraient été épargnées avec une fois de plus la même quantité de perte de liberté. Enfin, encore plus scandaleux,
Le gouvernement s'est illustré par ses innombrables mensonges alors que le pays traversait la pire crise sanitaire de son histoire récente. L'année dernière, dans ma précédente vidéo, j'avais relevé une série de mensonges proférés par Frédérique Vidal, alors ministre de l'Enseignement supérieur. Et dans ma vidéo, je ne m'étais intéressé qu'à son discours pendant seulement un mois. Il n'y avait pas une seule de ses prises de parole qui n'était pas truffée de mensonges. Que ce soit sur la réouverture des universités, sur les psychologues, les examens, les protocoles dans les universités ou autres, la quasi-intégralité de son discours était du mensonge, et le reste de pures injures faites à la jeunesse ou du discours vide de sens. Comme par exemple ces phrases sur les étudiants qui ramassent les bonbons qui traînent, ou lorsqu'elle disait que c'était impossible d'expliquer à des étudiants de respecter les gestes barrières parce qu'on chahutait trop. Et dans ma précédente vidéo, je n'ai pu m'intéresser en détail qu'au discours d'une seule ministre pendant uniquement 1 ou 2 mois. Vous connaissez peut-être la symétrie de Brandolini qui dit que le temps et l'énergie à investir pour débunker un bullshit est significativement plus élevé que le temps nécessaire pour le produire. Bah dites-vous bien que rien que pour mettre en évidence le petit mensonge de Vidal sur le chèque psy, il m'a fallu pendant plusieurs jours, appeler différents centres de santé étudiants, me faire passer pour un étudiant et essayer de prendre rendez-vous. Et tout ça juste pour un seul mensonge proféré par une seule ministre à un seul moment précis. Et ce que je vous ai listé dans ma précédente vidéo n'est pas du tout une liste exhaustive des mensonges du gouvernement, mais bien les quelques-uns sur lesquels j'ai pu prendre le temps de démontrer la supercherie. Enfin, à tout cet amateurisme s'ajoute le scandale des protocoles dans les écoles. Les enseignants qui pendant très longtemps n'ont pas été fournis en masques chirurgicaux, mais uniquement en masques en tissu, très peu efficaces pour se protéger du Covid. Et le scandale en particulier du protocole annoncé la veille de la rentrée par voie de presse dans un article payant, alors que le ministre Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza. J'aimerais aussi rappeler le scandale des étudiants malades forcés d'aller en examen, sous peine de ne pas pouvoir valider leur année. Cette décision-là, ou plutôt cette absence de décision de la part du gouvernement, pour permettre simplement aux étudiants d'avoir le droit de passer leurs épreuves dignement s'ils avaient la malchance d'être malades, a eu pour conséquence de pousser les étudiants malades à aller en examen et à démarrer de nouvelles chaînes de contamination qui tuent encore aujourd'hui. Enfin, non content de ne pas lutter efficacement contre le Covid et de n'avoir quasiment rien fait pour limiter les conséquences de la crise sur la jeunesse, le gouvernement a profité de cette crise pour faire passer des lois extrêmement impopulaires comme la LPPR ou de renforcer la sélection en M1. Et même pire, certaines mesures qui avaient initialement été mises en place pour lutter contre le Covid, telles que les cours à distance, sont maintenant réutilisées dans d'autres contextes pour faire des économies sur l'enseignement supérieur. Enfin, j'avais dans ma précédente vidéo particulièrement insisté sur le point que pour ce qui est de la lutte contre la précarité et la lutte contre les problèmes psychiatriques développés par la jeunesse à cause de la crise de Covid-19, le gouvernement n'a quasiment rien fait, et le peu qu'il a fait, il l'a fait en comptant ses moindres deniers. Donc si je récapitule, lors de la crise du Covid, le gouvernement, de par son absence de vision à long terme et sa non-stratégie du vivre avec le virus, a été directement responsable de la contamination de millions de personnes et des dizaines de milliers de morts et de séquelles à long terme qui en ont suivi. De par son obsession pour les économies, dès lors qu'il s'agit du service public ou de la solidarité, il a été responsable de la précarisation extrême d'une large part de la population, en particulier de la jeunesse, des files d'étudiants n'arrivant plus à manger à leur faim, mais aussi de l'absence de plan national d'aide psychologique et psychiatrique, aboutissant aux conséquences dramatiques que notre génération connaît aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avant que la vidéo ne se termine, j'aimerais juste vous demander 2 choses. La première, ce serait intéressant d'essayer de rappeler un maximum de choses que j'ai oubliées, de mauvaises actions du gouvernement pendant la crise du coronavirus. Un maximum de mensonges ou autres, parce que j'en ai listé qu'une toute petite partie. Enfin, si vous n'êtes pas du tout convaincu et si vous pensez que le gouvernement a bien géré la crise du coronavirus, je vous invite à me donner vos arguments parce que ça m'intéresse et peut-être que je me trompe. Et j'essaierai de répondre ensuite à ces arguments. Si vous regardez cette vidéo quelques semaines ou mois après que je l'ai faite, il y aura probablement une vidéo erratum qui s'affichera ici, ou là, je sais plus, et je vous invite donc à la regarder. Salut camarades, on se voit en AG.